devenir immortel. Zhu de Wendeng et Sheng avaient étudié ensemble depuis leur jeunesse et avaient conclu une amitié indestructible. Mais Sheng était pauvre, c'est pourquoi toute l'année il dépendait de Zhu. Zhu étant l'aîné, il appelait l'épouse de Zhu belle-sœur. Au jour de fête, il montait à la salle comme un membre de la famille. L'épouse de Zhu accoucha d'un fils, mais mourut soudainement après l'accouchement. Il épousa ensuite une femme du nom de Wang. Shang, parce qu'il était plus jeune, ne l'avait jamais rencontrée. Un jour, le frère cadet de Madame Wang vint rendre visite à sa sœur, et un banquet fut donné dans la chambre intérieure. Cheng arriva justement. La famille l'annonça, et Zhou, assis, ordonna de l'inviter. Cheng n'entra point et prit congé. Zhou déplaça le banquet dans une salle extérieure, le poursuivit et le ramena. À peine assis, quelqu'un vint annoncer que le domestique de leur maison de campagne avait été sévèrement battu par le magistrat du district. Auparavant, le bouvier de la famille du ministre Wang avait laissé ses bœufs piétiner les champs de Zhu, ce qui avait causé une dispute. Le bouvier courut avertir son maître, qui fit saisir le domestique et l'envoya au magistrat, et il fut battu et puni. Zezhu, ayant appris la raison, fut fort en colère et s'indigna. L'esclave gardien de port de la famille Wang, comment ose-t-il? Ses ancêtres ont servi mon grand-père. Maintenant qu'il a réussi, il ne me reconnaît plus. Rempli de colère, il se leva et voulut aller chercher Wang. Cheng le retint et l'avertit. Dans ce monde de brutes, il n'y a ni noir ni blanc. D'ailleurs, aujourd'hui, les magistrats sont pour moitié des bandits qui ne manient point la lance et l'arc. Zhou n'écouta point. Shang le pressa à plusieurs reprises, jusqu'à verser des larmes, et Zhou s'arrêta. Mais sa colère ne s'apaisa point, et il se retourna jusqu'à l'aube. Il annonça à sa famille. La famille Wang m'a offensé, c'est mon ennemi. Laissons cela pour l'instant. Le magistrat du district est un fonctionnaire de la cour, non un fonctionnaire puissant. Même s'il y a une dispute, il faut entendre les deux parties. Comment peut-il suivre les ordres comme un chien? Je vais également accuser son domestique, et nous verrons ce qu'il décidera. Sa famille l'encouragea tous, et la décision fut prise. Il prépara une plainte et se rendit chez le magistrat qui la déchira et la jeta. Zhou, en colère, tint des propos injurieux envers le magistrat. Le magistrat, honteux et furieux, le fit arrêter et enchaîner. Après l'heure du dragon, Cheng alla rendre visite à Zhou et apprit qu'il était entré en ville pour son procès. Il courut rapidement pour l'exhorter, mais il était déjà en prison. Frappant du pied, il ne savait que faire. À cette époque, 3 pirates de mer avaient été capturés et le magistrat avec Wang les soudoya pour qu'ils accusassent Zhou d'être leur complice. Sur la base de cette accusation, il fut dégradé et fouetté cruellement. Shang entra en prison et ils se regardèrent avec tristesse. Ils projetèrent de frapper à la porte du palais. Zhou soupira. « Je suis enchaîné dans une prison profonde, comme un oiseau en cage. Bien que j'ai un jeune frère, il ne peut que me fournir de la nourriture de prisonnier. » Shang prit la responsabilité et déclara « C'est mon devoir. Si dans l'adversité je ne me hâte point, à quoi sert l'amitié ?» Il partit donc. Le frère de Zhou voulut lui donner de l'argent, mais il était déjà parti depuis longtemps. Arrivé à la capitale, il n'avait point de porte où entrer pour porter plainte. On dit que l'empereur allait sortir pour chasser, et Cheng se cacha à l'avance dans le marché au bois. Peu après, le cortège impérial passa, il se prosterna et poussa des cris lamentables, et obtint audience. Il fut envoyé par la poste et arriva en bas, et le ministère fut chargé d'examiner et de rapporter. Plus de 10 mois s'étaient écoulés, et Zhou avait déjà avoué sous la torture et avait été condamné. Le ministère, recevant l'édit impérial, fut fort effrayé et fit de nouveau comparaître Zhou pour un jugement personnel. Wang, également effrayé, projeta de tuer Zhou. Il soudoya donc le geôlier pour qu'il lui coupât la nourriture et la boisson. Lorsque le frère venait apporter de la nourriture, il était durement repoussé. Shang alla de nouveau au ministère pour plaider son innocence, et il fut enfin interrogé, mais il était déjà trop affaibli par la faim pour se lever. Le président du ministère, en colère, fit battre à mort le geôlier. Wang, fort effrayé, donna plusieurs milliers de pièces d'or pour qu'on l'aidât à s'échapper, et ainsi il obtint une exemption floue.
Le magistrat, pour application injuste de la loi, fut condamné à l'exil. Zhou fut relâché et devint encore plus ami avec Cheng. Chang, après cette affaire judiciaire, dégoûté du monde, invita Zhou à se retirer avec lui. Zhou, amoureux de sa jeune épouse, se contenta de rire. Chang, bien qu'il ne parlât point, avait une résolution ferme. Après leur séparation, plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'il ne vînt. Zhou envoya quelqu'un s'enquérir chez lui, et sa famille pensait qu'il était chez Zhou. Ne le voyant nulle part, ils commencèrent à douter. Zhou, sachant intérieurement qu'il y avait quelque chose d'étrange, envoya des gens le chercher. Ils explorèrent temples, monastères, vallées et gorges presque partout. De temps en temps, il envoyait de l'or et de la soie pour subvenir aux besoins de son fils. 8 ou 9 ans plus tard, Cheng revint soudainement, coiffé d'un foulard jaune et vêtu d'une robe taoïste, avec une apparence imposante de taoïste. Zhou, joyeux, le prit par le bras et s'enquit. « Où êtes-vous allé ?»« Je vous ai cherché partout. » Cheng répondit en riant. « Comme un nuage solitaire et une grue sauvage, je n'ai point de demeure fixe. Heureusement, depuis notre séparation, je suis resté vigoureux. » Zhou ordonna de préparer du vin, et ils parlèrent brièvement de leur séparation. Zhou voulut lui faire changer de vêtements taoïstes. Cheng rit et ne répondit point. Zhou s'exclama. « Quelle folie! Pourquoi abandonner femme et enfants comme des chaussures usées ?» Cheng répliqua en riant. « Non. Les autres vont m'abandonner. Comment pourrais-je abandonner qui que ce soit ?» Zhou lui demanda où il habitait, et il répondit. « Au palais Shangqing du mont Lao. » Ensuite ils dormirent pied contre pied. Zhou rêva que Cheng, nu, se couchait sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Il demanda avec surprise ce que cela signifiait, mais Cheng ne répondit point. Soudain, il s'éveilla en sursaut et appela Cheng, mais il n'y eut point de réponse. S'asseyant et le cherchant, il avait disparu sans laisser de traces. Après un certain temps, il s'aperçut qu'il était dans le lit de Cheng et s'exclama, stupéfait. « Hier, je n'étais point ivre, comment suis-je ainsi renversé ?» Il appela donc sa famille. Sa famille alluma une lampe et le vit. C'était bel et bien Cheng. Zhou avait toujours eu beaucoup de barbe, et cela touchant, il n'en restait que quelques poils clairsemés. Prenant un miroir pour se regarder, il s'écria, stupéfait, « Cheng est ici, où suis-je allé ?» Puis il comprit soudain que Cheng l'avait attiré par un art d'illusion pour se retirer. Il voulut retourner à l'intérieur, mais son frère, voyant son apparence étrange, l'empêcha d'entrer. Zhou ne put non plus se justifier. Il ordonna immédiatement à un serviteur de prendre un cheval et d'aller chercher Cheng. After plusieurs jours, il entra dans le mont Lao. Le cheval allait vite et le serviteur ne pouvait le suivre. Il se reposa sous un arbre et vit de nombreux taoïstes aller et venir. L'un d'eux regarda Zhou, et Zhou lui demanda des nouvelles de Cheng. Le taoïste dit en riant, « J'ai entendu son nom, il semble être au Shangqing. » Ayant ainsi parlé, il partit directement. Zhou le regarda partir et vit qu'à une flèche de distance, il parla à une autre personne, également peu de mots, et partit. Celui à qui il parlait s'approcha progressivement, et c'était un camarade d'études. Voyant Zhou, il s'exclama stupéfait. « Depuis plusieurs années, nous ne nous sommes point vus. Les gens disent que vous étudiez le Dao dans les montagnes célèbres, et maintenant vous jouez encore parmi les hommes ?» Zhou raconta son aventure. Le lettré, surpris, s'étonna. « Je viens de le rencontrer et l'ai pris pour vous. Il n'est point parti depuis longtemps, il ne doit pas être loin. » Zhou, fort étonné, répondit. « Quelle étrange chose! Comment mon propre visage, je le vois face à face et ne le reconnais point ?» Le serviteur arriva, et se hâtant de le poursuivre, il n'y avait aucune trace. Regardant au loin, l'horizon était vaste, et il ne savait s'il devait avancer ou reculer. Pensant qu'il n'avait point de maison où retourner, il décida de le poursuivre jusqu'au bout. Mais le chemin était dangereux, et il ne put monter le cheval. Il le confia donc au serviteur pour qu'il retournât et continuât seul à pied. Au loin, il vit un enfant assis seul, s'approcha et lui demanda le chemin, et lui raconta son aventure. L'enfant dit qu'il était le disciple de Cheng, portait ses vêtements et sa nourriture, et le guida pour qu'ils partissent ensemble. Mangeant sous les étoiles et dormant dans la rosée, ils voyagèrent fort loin, et après 3 jours arrivèrent.
Mais ce n'était point le Shanking dont on parle dans le monde. C'était le milieu du 10e mois, et les fleurs des montagnes couvraient le chemin, ne ressemblant point au début de l'hiver. L'enfant entra pour annoncer l'invité, et Cheng sortit immédiatement, et Zhou reconnut enfin sa propre forme. Se tenant par la main, ils entrèrent, préparèrent du vin et conversèrent. Ils virent des oiseaux aux plumes éclatantes, apprivoisés, et ne s'effrayant point des hommes, dont le chant ressemblait à celui des flûtes, venant parfois chanter sur leur siège. Zhou en fut fort étonné, mais ses pensées mondaines étaient pressantes, et il n'avait point l'intention de rester. Sur le sol, il y avait 2 coussins de méditation, et Cheng les tira pour qu'ils s'assissent ensemble. Après la 2e veille, toutes les pensées se turent, et soudain, comme en un bref somme, Zhou sentit que son corps avait échangé sa place avec celui de Cheng. En doutant, il se toucha le menton, et la barbe était là comme avant. À l'aube, il pensa fermement à retourner. Cheng le retint fermement. Après 3 jours, Cheng dit « Je vous prie de vous reposer un peu, et demain matin je vous raccompagnerai. » À peine avait-il fermé les yeux qu'il entendit Cheng appeler « Les bagages sont prêts. » Il se leva donc et le suivit. Le chemin qu'ils prirent n'était point l'ancien, et il lui sembla que peu de temps s'était écoulé avant que sa maison ne fût en vue. Cheng s'assit au bord du chemin et attendit, lui permettant de retourner seul. Zhou, ne pouvant le forcer, alla donc seul jusqu'à sa porte. Frappant, il n'y eut point de réponse. Pensant escalader le mur, il sentit son corps léger comme une feuille, et en un saut il fut de l'autre côté. Ayant franchi plusieurs murs, il arriva enfin à la chambre à coucher, où les chandelles brillaient faiblement. Sa femme n'était point couchée et parlait à voix basse avec quelqu'un. Léchant la fenêtre pour regarder, il vit que sa femme buvait dans la même coupe qu'un domestique, dans une attitude fort familière. Alors sa colère fut comme un feu. Il projeta de les surprendre, mais craignit de ne point être assez fort seul. Il se cacha donc, sortit discrètement et courut avertir Cheng, lui demandant son aide. Cheng généreusement le suivit, et ils arrivèrent directement à la chambre intérieure. Zhou prit une pierre et frappa à la porte, et à l'intérieur ils furent fort effrayés. Plus il frappait fort, plus il fermait solidement. Cheng frappa avec son épée, et la porte s'ouvrit immédiatement. Zhou entra en courant, et le domestique s'enfuit par la porte. Chang, dehors, le frappa avec son épée et lui trancha l'épaule et le bras. Zhou saisit sa femme et la questionna par la torture, et elle avoua qu'au moment où elle avait été recueillie, elle avait déjà une liaison avec le domestique. Zhou emprunta l'épée et lui trancha la tête, et suspendit ses entrailles aux arbres de la cour. Ensuite, il sortit avec Cheng et chercha le chemin du retour. Soudain, il s'éveilla et se trouva dans son lit, et s'écria, effrayé, « Quel rêve étrange et confus, qui remplit de terreur !» Cheng répondit en riant, « Ce que vous, frères, prenez pour vrai est un rêve, et ce qui est vrai, vous le prenez pour un rêve. » Zhou, stupéfait, l'interrogea. Cheng sortit son épée et la lui montra, et le sang y était encore. Zhou, effrayé et accablé, soupçonna intérieurement que Cheng avait usé d'illusion. Chang, connaissant son intention, le pressa de préparer ses bagages et le raccompagna. Arrivé lentement à la porte du village, Cheng suggéra. « La nuit dernière, celui qui vous attendait avec l'épée n'était-ce point ici. Je suis las de voir la méchanceté et la saleté, je vous attendrai donc ici. Si vous ne venez point avant le coucher du soleil, je partirai moi-même. » Zhou arriva chez lui, et la porte était désolée, comme s'il n'y avait point d'habitants. Il retourna donc chez son frère. Son frère, le voyant, versa immédiatement des larmes et expliqua. « Après votre départ, frère, des voleurs ont tué votre épouse la nuit, lui ont arraché les entrailles et sont partis, ce qui est fort cruel et lamentable. Jusqu'à présent, les fonctionnaires n'ont point capturé les coupables. » Zhou, comme s'il s'éveillait d'un rêve, lui raconta donc la situation et lui recommanda de ne point enquêter. Son frère, stupéfait, resta longtemps silencieux. Zhou demanda des nouvelles de son fils, et il ordonna à une vieille femme de le lui apporter. Zhou annonça « Cet enfant en bas âge concerne la lignée familiale. Frère, prenez-en bien soin. »
Moi, je veux quitter le monde des hommes. » Il se leva donc et partit directement. Son frère, en larmes, le poursuivit pour le retenir, mais il partit en riant sans se retourner. Arrivé dans la campagne, il vit Cheng et partit avec lui. Regardant en arrière de loin, il lança « Supporter les choses est le plus grand plaisir. » Son frère voulut dire quelque chose, mais Cheng leva sa large manche et il ne put plus le voir. Restant debout, accablé, pendant un certain temps, il retourna en pleurant amèrement. Le frère de Zhou était simple et rustique, et ne savait point gérer les affaires de la famille et la production. Après plusieurs années, la famille devint encore plus pauvre. Le fils de Zhou grandit progressivement, et ne pouvant engager un maître, il l'instruisit lui-même. Un jour, se rendant tôt à l'étude, il vit sur la table une lettre scellée solidement, avec l'inscription « À ouvrir par mon deuxième frère ». L'examinant, c'était l'écriture de son oncle. L'ouvrant, il n'y avait rien dedans, seulement un ongle, long d'environ 2 pouces. Il en fut étonné. Plaçant l'ongle sur la pierre à encre, il sortit et demanda aux gens de la famille d'où il venait, mais personne ne le savait. Revenant et regardant, la pierre à encre brillait et s'était transformée en or. Fort surpris, il essaya avec le cuivre et le fer, et c'était la même chose. Dès lors, il devint fort riche. Il donna 1000 pièces d'or au fils de Cheng, et ainsi la rumeur se répandit que les deux familles possédaient l'art de transformer les choses en or.